Donc, au cours des 2 premières leçons de ce cours, j'ai décrit les propriétés donc, des atomes de Rydberg, des états de Rydberg, leurs propriétés exagérées en ce qui concerne la taille, la polarisabilité, la sensibilité au champ électrique, de façon à préparer les leçons où j'allais décrire des expériences mettant en jeu les interactions entre ces atomes. Et dans la première leçon, je vous avais simplement rapidement donné l'idée de ces expériences en indiquant que si on a par exemple 2 atomes à une certaine distance l'un de l'autre et si on excite un des atomes dans un état de Rydberg, on peut bloquer l'excitation de l'autre atome en raison du déplacement très important des niveaux d'énergie de 2 atomes excités qui interagissent entre eux. Et ce blocage de Rydberg peut servir à réaliser des opérations de logique quantique ou encore à établir des interactions entre des atomes à des grandes distances pour mettre en évidence des effets collectifs de physique mésoscopique. Et j'avais aussi insisté sur le fait que pour certaines de ces expériences, il était important que les atomes ne bougent pas pendant la durée de l'excitation, pendant des temps de l'ordre de la microseconde, et que donc ces expériences étaient rendues beaucoup plus faciles, dans certains cas faisables uniquement avec des atomes froids ou des atomes ultra froids. Ce qui explique pourquoi ces expériences n'ont été réalisées que relativement récemment. Donc il y a eu en fait 2 périodes dans l'histoire des atomes de Rydberg. Il y a eu la période pré-refroidissement des atomes laser dans les années 70 et 80, qui a été une période d'exploration de leurs propriétés. Et puis il y a eu la période actuelle où on utilise toutes les techniques de refroidissement et de manipulation des degrés de liberté externe des atomes pour, en exploitant les couplages entre atomes de Rydberg, réaliser donc des expériences intéressantes d'information quantique, de manipulation d'atomes, d'optique non linéaire, de couplage photon-photon, et j'ai donné quelques exemples. Donc aujourd'hui, je vais aborder vraiment le cœur du sujet du cours de cette année en parlant de façon plus précise des interactions entre atomes de Rydberg. Donc je vous ai simplement donné des ordres de grandeur dans les leçons précédentes. Donc je vais commencer par rappeler ce qu'est l'interaction entre 2 charges, entre 2 distributions neutres de charges, 2 atomes neutres. C'est ce qu'on appelle l'interaction dipôle-dipôle. Et je rappellerai d'abord les propriétés de cette interaction dans l'état fondamental ou entre un atome dans l'état fondamental et un atome excité. Dans ce cas, il y a un échange d'énergie entre les 2 atomes lié à l'interaction dipôle-dipôle qui donne lieu à un effet résonant qu'on appelle une résonance de Förster. Donc je rappellerai cela dans les états fondamentaux pour faire en fait, le parallèle avec ce qui se passe ensuite dans les atomes très excités, pour qu'on voit les différences d'ordre de grandeur de ces effets qui sont bien connus. Les forces de Van der Waals sont connues depuis plus de 100 ans. Les différences d'ordre de grandeur lorsqu'on passe d'atomes fondamentaux à des atomes très excités. Donc je montrerai que le couplage prend 2 formes différentes. Dans certains cas, on observe des effets en 1 sur R au cube, dans le cas résonant, tandis que l'interaction de Van der Waals entre 2 atomes dans l'état fondamental ou entre 2 atomes pour lesquels il n'existe pas de couplage résonant vers 2 états finaux donne lieu à une interaction en 1 sur R6 qu'on appelle l'interaction de Van der Waals. Et je passerai ensuite à la description des mêmes effets donc, sur des atomes de Rydberg et je décrirai des expériences qui ont été faites dans les années 80, expériences de collision résonante entre atomes de Rydberg et d'excitation de couple d'atomes de Rydberg dans un gaz dense d'atomes, avec un effet qu'on peut qualifier d'anti-blocage par rapport à l'effet de blocage dont je vous avais parlé dans les leçons antérieures. Et je finirai par une étude spectroscopique de l'interaction d'un atome de Rydberg avec ces images dans une paroi métallique, ce qui est un problème qui est très relié au problème précédent. À ce moment-là, au lieu de regarder l'interaction entre 2 dipôles réels, on regarde l'interaction entre un dipôle et son image électrique dans la paroi métallique. Et je décrirai une expérience qui a quantitativement mis en évidence ces effets. Et enfin, je conclurai en donnant une vue sur les prochaines leçons. Je vous rappelle qu'on va avoir une interruption de 15 jours pendant les vacances de printemps, et donc le prochain cours aura lieu le 29 avril. Et on reprendra les 3 derniers cours le 29 avril, 6 et 13 mai. Donc passons à l'interaction de Van der Waals entre 2 atomes, et je vais faire quelques rappels très simples. Donc on prend deux distributions neutres de charge, 2 atomes, et supposer que le premier atome a un dipôle électrique D1, le second atome a un dipôle électrique D2. Je commence par considérer des distributions classiques de charge.
ils sont à la distance r l'une de l'autre, et j'appelle n le vecteur unitaire porté par la droite qui joint les deux atomes. Et je vais faire quelques rappels très simples sur l'interaction de ces charges. À l'ordre le plus bas en 1 sur r, le potentiel, je vais calculer au niveau de l'atome 2 le potentiel créé par le dipôle de l'atome 1. Donc le potentiel du dipôle au point du dipôle D1, que je peux toujours écrire sous la forme QA, où Q est la charge, plus Q et moins Q sont les deux charges correspondant au dipôle, et A la distance entre ces deux charges, eh bien, le potentiel à la distance R, il est en 1 sur R2. Il est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R2, produit scalaire de N par A. Alors bon, ça c'est évidemment quelque chose d'absolument évident, très simple, mais je vais rappeler simplement pour la géométrie, pour qu'on comprenne la géométrie du système. Je vais rappeler, donc je vais supposer que j'ai un premier dipôle avec les charges moins Q et Q séparés par la distance A, et je me mets à la distance R de ces charges, et on doit évidemment additionner les potentiels correspondant aux deux charges en question, qui sont Q sur 4 pi epsilon 0 1 sur R, moins Q sur 4 pi epsilon 0, et puis la deuxième charge est à une distance qui est R plus cette quantité qui est au second ordre près égale à NA, produit scalaire de N et de A. Bon, et évidemment, cette différence-là, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R2 NA. Donc le potentiel est en 1 sur R2, puisqu'il s'agit d'une distribution qui n'a pas de charge totale, une distribution neutre. Et ensuite, le champ électrique s'obtient en prenant le gradient de cette quantité, moins gradient V, et on le met sous cette forme-là. Donc il y a deux composantes à ce champ électrique, une composante qui est parallèle au dipôle D1 et une deuxième composante qui est le long de la droite qui joint les dipôles 1 et 2. Donc c'est 3n D1n moins D1 sur 4 pi epsilon 0 R3. Alors là encore, le calcul est extrêmement simple. Si on part de cette quantité-là, on peut toujours écrire que le potentiel V, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R3, et je remplace QA par D et N par R sur R. Donc en fait, j'ai le produit scalaire de D par le vecteur R, et ici j'ai quelque chose qui est en R3. Donc j'ai réécrit le potentiel sous une forme légèrement différente, et quand je prends le gradient de ce potentiel, eh bien, le gradient de dr c'est tout simplement d, donc j'ai un premier terme qui est q sur 4 pi epsilon 0 r3 d, et ensuite le deuxième terme s'obtient en prenant le gradient de 4 pi epsilon 0 r3 qui est moins 3 q sur 4 pi epsilon 0 r4 fois le gradient de 1 sur r3 c'est n, et puis je multiplie par dr, et je peux regrouper un dr qui est ici avec ce r-là, donc j'ai un 1 sur r3 et je retrouve n ici. Donc on démontre donc cette expression de façon évidente. Si je change le signe de cette expression, j'obtiens ceci, donc ça c'est le champ électrique, et finalement l'interaction entre les deux dipôles s'obtient en prenant le produit scalaire du champ créé par le dipôle 1 que multiplie le dipôle 2 changé de signe. On obtient donc cette expression qui est bien connue de l'interaction dipôle-dipôle. Et vous voyez que cette interaction elle est quadratique, elle est égale au produit des deux dipôles, mais qu'elle est également anisotrope suivant la direction des dipôles et le vecteur n. On peut avoir une interaction soit positive, si c'est le terme qui est, soit une interaction positive si c'est ce terme-là qui domine, ou une interaction négative si c'est ce terme qui domine la somme. Alors, je rappelle également que cette expression est valable uniquement si les charges sont à une grande distance, c'est-à-dire si on peut se contenter du développement à l'ordre le plus bas de la distribution de charges, et il faut donc que R soit grand devant la taille de la distribution des charges, c'est-à-dire essentiellement devant la taille des atomes, et il faut également que l'approximation électrostatique soit valable, c'est-à-dire que les effets de retard de propagation entre les deux distributions de charges soient négligeables, c'est-à-dire que cette distance R soit petite par rapport à la longueur d'onde caractéristique d'absorption ou d'émission des atomes. Pour des atomes dans l'état fondamental, eh bien, cette fenêtre correspond à la distance comprise essentiellement entre l'angstrom et
la fraction de micron qui est la longueur d'onde caractéristique des raies d'hydrogène, donc entre 10-7 et 10-10 mètres. Alors, on va ensuite généraliser, bien sûr, cela à des atomes dans l'état excité. Si R est plus petit que la distance entre les atomes, il faut tenir compte des interactions à courte portée, c'est-à-dire des développements multipolaires d'ordre plus élevé, et des effets d'échange, du fait que les électrons obéissent à la statistique de Pauli, et donc on ne peut plus du tout traiter le problème de cette façon-là. Si, au contraire, R est grand devant ces longueurs d'onde caractéristiques, les effets de retard ne peuvent pas être négligés, et j'en dirai un ou deux mots plus loin. Alors, je vais maintenant... tout ça, c'était de l'électrostatique classique. Alors, quel est le résultat de l'effet de cette hamiltonienne interaction sur l'état fondamental? Alors, l'interaction est évidemment nulle au premier ordre, car les éléments de matrice de D1 et de D2 dans la distribution de charge de l'état fondamental, qui sont des distributions asymétriques sphériques, sont nuls. Donc, le premier terme de perturbation est du deuxième ordre, et je rappelle ici l'expression de la perturbation au deuxième ordre. Il faut partir de l'état 1S, couplé à W à des états excités qui sont couplés à 1S, qui sont des états de la forme N1P, N2P. Il faut que le moment angulaire de l'état final soit égal à 1, et puis on revient à l'état 1S et on a le dénominateur d'énergie habituel. Alors, pour calculer cette expression, on va évaluer simplement son ordre de grandeur. Vous voyez que le terme 2E0 est beaucoup plus grand que les termes EN1 et EN2, qui, dans les développements de Rydberg, ce terme-là sont au maximum de l'ordre du quart du précédent. Et si on va dans les états plus excités, ça devient des termes beaucoup plus petits. Donc une bonne approximation consiste à remplacer EN1 et EN2 par 0. Donc ça permet d'écrire cette quantité-là sous la forme 2E0, qui est moins E2 sur A0, le rayon de bord. Et à ce moment-là, la somme sur EN1 et EN2 se simplifie. On a une simple relation de fermeture. Et on peut écrire donc avec une bonne approximation, delta W dans l'état fondamental, c'est moins A0 sur E carré que multiplie l'élément de matrice du carré de W dans l'état 1S, 1S. On voit d'abord que ce terme est négatif parce que l'état 1S, 1S est repoussé par les états excités auxquels il est couplé. Donc ça veut dire que l'interaction dans l'état fondamental est attractive. Et on peut maintenant expliciter ce terme si on prend l'axe OZ le long du vecteur n et si on introduit les coordonnées des deux électrons, eh bien, on sépare W2 en termes carrés et croisés. Les termes carrés vont être de la forme... donc le terme D1, D2, moins 3 dZ1, dZ2 va s'écrire X1, X2 plus Y1, Y2 moins 2 Z1, Z2. C'est plus Z1, Z2 moins 3 Z1, Z2. Et c'est ce terme-là qu'il faut élever au carré. Et donc on va avoir des termes carrés de la forme x1 carré, x2 carré, y carré, y2 carré, plus 4 z1 carré, z2 carré, plus des termes croisés qui vont faire intervenir x1, z2, y1, z2, etc. Il est évident que tous les termes croisés, dans l'état 1S asymétrique sphérique, vont avoir une valeur moyenne nulle, donc je peux négliger les termes croisés et je n'ai que les termes carrés à considérer. Ces termes carrés se calculent très facilement dans l'état fondamental. La valeur moyenne de x2 est égale évidemment à celle de y2 et z2, c'est le tiers de la valeur moyenne de r au carré, et avec l'expression des fonctions d'onde, on trouve très simplement que c'est tout simplement à 0 carré. Donc lorsqu'on tient compte de tout cela, et qu'on calcule W1S, on trouve donc moins A0 sur E2, le carré, un facteur 6 qui provient du fait qu'on doit ajouter 1 plus 4 ici, et on a un A0 à la puissance 4 qui provient du carré de ces termes, A0 puissance 4 que multiplie A0 ici, on trouve finalement moins 6E2 A0 puissance 5 sur R6, ce qui est bien homogène en énergie, et on a donc une interaction qui est du deuxième ordre, et qui est donc en 1 sur R6, qui repousse l'état fondamental, donc c'est une interaction attractive. Donc ça, c'était un calcul classique très simple. Je rappelle que c'est quelque chose de bien connu. Ce potentiel en 1 sur R6, c'est la queue du potentiel moléculaire. Il explique l'attraction des deux atomes à grande distance. Donc on a une attraction en 1 sur R6. Par contre, lorsque les atomes arrivent à très courte distance, l'interaction devient répulsive, et le modèle de Lennard-Jones, qui décrit de façon qualitativement correcte l'interaction de deux atomes d'hydrogène dans la molécule, c'est essentiellement la somme d'un potentiel attractif en 1 sur R6, qui est le potentiel que je viens de calculer, et d'un potentiel répulsif en 1 sur R12,
et donc on a un minimum de potentiel, le puits de potentiel dans lequel se forment on calcule les états d'énergie moléculaire. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel en 1 sur R6, ça veut dire que la force est en 1 sur R7, c'est la dérivée du potentiel. Et le point important à noter ici, c'est que cette interaction, la raison pour laquelle elle est du deuxième ordre, physiquement, c'est qu'au premier ordre, ce qui se passe, c'est que les dipôles des deux atomes, qui sont complètement non corrélés à l'ordre 0, à l'ordre 0, il n'y a pas de dipôle moyen, et le produit des dipôles des deux atomes est nul. Au premier ordre de l'interaction, les fluctuations du dipôle 1 se corrèlent au dipôle 2 et la quantité D1, D2 acquiert une valeur non nulle. C'est facile, c'est quelque chose qu'il est facile de voir par théorie des perturbations au premier ordre. Si vous regardez la fonction d'onde psi des deux atomes, à l'ordre 0, c'est 1s, 1s, et puis c'est contaminé à l'ordre 1 par le couplage aux états n, p, n', sous la forme bien connue. Donc on a un mélange de l'état fondamental avec les états 1p, 1'p, la contamination faisant intervenir donc ce dénominateur d'énergie qui est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure. Et donc vous voyez qu'il apparaît dans le développement de l'état 1s une contamination par ces états-là avec un terme en 1 sur R3, qui est le terme W au premier ordre. Donc ceci, ça entraîne le fait que D1, D2, la valeur moyenne du produit des deux dipôles, qui est égale évidemment à psi 2 D1, D2, psi 2, va devenir non nul à cause des éléments de matrice entre cette partie-là à l'ordre 0 et cette partie-là à l'ordre 1. Donc il apparaît des corrélations en 1 sur R3, et une fois que ces corrélations sont apparues, l'énergie d'interaction entre les deux atomes est de l'ordre de D1, D2 sur R3, c'est-à-dire elle est bien en 1 sur R6. Donc on a une corrélation en 1 sur R3 entre deux dipôles qui donne lieu à une énergie en 1 sur R6. Bon, ça c'est ce qui se passe si les deux atomes sont très proches l'un de l'autre. Si, pour des distances grandes devant lambda atomique, les effets de retard deviennent importants, et on montre que l'interaction, au lieu d'être en 1 sur R6, décroît en 1 sur R7, et on a entre les atomes, donc la queue de l'interaction est plus faible. Les forces qu'on appelle des forces de Casimir, qui tiennent compte donc des retards de propagation, sont en 1 sur R8 au lieu d'être en 1 sur R7. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si un des atomes est dans l'état fondamental et l'autre dans le premier état excité? C'est-à-dire si on a deux atomes qui passent à une distance R l'un de l'autre dans l'état 1s de PM. Eh bien, l'interaction de Van der Waals maintenant va posséder un élément de matrice non nul entre l'état 1s de PM et l'état 2PM1s, c'est-à-dire entre deux états qui correspondent à un échange d'énergie entre les deux atomes en question. Et cet échange d'énergie, qui est résonnant de façon évidente, puisque ces deux états ont la même énergie, va conduire à une interaction beaucoup plus forte que celle que l'on a à l'intérieur de l'état fondamental. Donc les états sont maintenant couplés au premier ordre par l'hamiltonien. L'interaction est en 1 sur R3 et elle est décrite par la matrice 2,2 suivante. Donc si j'appelle 0, je prends pour origine des énergies l'énergie commune de ces deux états. J'ai simplement une matrice 2,2 sous cette forme, l'élément de matrice non diagonale ayant comme ordre de grandeur E2 sur A0 carré sur R3. Je vous rappelle que E2, c'est Q2 sur 4pi epsilon 0. Et il y a un coefficient numérique de l'ordre de l'unité qui est un coefficient qui dépend, angulaire, disons, qui dépend de l'orientation respective de l'orbital 2p que je considère par l'intermédiaire de m et du vecteur n qui joint les deux atomes. Donc il y a une dépendance angulaire sur laquelle je ne veux pas insister. Ce qui m'intéresse, c'est l'ordre de grandeur de l'interaction et des constantes de temps impliquées par cette interaction, la dynamique du système. Alors, lorsqu'on a une matrice 2,2 de ce genre, quand on la diagonalise, on obtient évidemment comme état propre les superpositions symétriques et antisymétriques des deux états, 1s de PM plus ou moins 2PM 1s, et dans un état à une énergie plus basse, l'autre une énergie plus grande, ça revient à dire que l'interaction en 1 sur R3 peut être attractive ou répulsive suivant le signe de ce coefficient Cm et celui de la superposition considérée. Donc, si on est dans un état propre, il va avoir une énergie ou plus grande ou plus petite que celle de l'état initial.
Une autre situation intéressante, c'est le cas où initialement le système est dans l'état 1s de PM. On va avoir à ce moment-là une oscillation quantique entre les deux états avec une pulsation qui est donnée par l'élément de matrice non diagonale. Donc la pulsation va être de l'ordre de grandeur de 2 à 0 carré sur h bar R3. Alors cette pulsation est intéressante physiquement. Elle signifie que si un atome dans l'état fondamental passe au voisinage d'un atome dans l'état excité, eh bien, il va y avoir un échange cohérent entre les deux états à la fréquence correspondante. Et donc, il s'agira de savoir si cet échange, si la période de correspondant à cette oscillation est petite ou grande par rapport aux constantes de temps correspondant au passage des atomes au voisinage l'un de l'autre. Donc, encore une fois, il y aura une différence si on considère des atomes froids qui ne bougent pratiquement pas pendant ce temps ou des atomes chauds qui se déplacent plus vite. Alors, je vais considérer simplement une question d'ordre de grandeur et regarder qu'est-ce qui se passe lorsque deux atomes, l'un dans l'état 1s, l'autre dans l'état 2p, passent au voisinage l'un de l'autre et subissent une collision avec une distance d'approche b minimum. J'appelle v la vitesse des atomes. Donc je représente de façon très qualitative la collision des atomes de cette façon-là. Et je voudrais simplement évaluer l'ordre de grandeur de ce qu'on appelle la section efficace de collision résonante, pi b carré, et dans laquelle b correspond à la valeur de la distance entre les deux atomes pour laquelle les atomes ont une probabilité importante d'échanger leur interaction. Alors on peut évaluer cela de façon qualitative très simplement. Quel est l'ordre de grandeur du temps de transfert collisionnel entre ces deux états lorsque les atomes sont à la distance b? Il suffit d'écrire que oméga van der Waals que multiplie le temps t est de l'ordre de pi. Ça correspond donc au basculement du système qui passe d'un état à l'autre. Ça donne une première équation qui dit que t doit être égal à pi sur oméga, et comme oméga est proportionnel à 1 sur b3, on obtient donc un temps t qui est de l'ordre de pi h bar b3 sur E2 à 0 carré. Donc voilà le temps d'échange si les atomes étaient immobiles à la distance b l'un de l'autre. Maintenant, les atomes se déplacent et pour évaluer le b qui correspond à la section de collision, efficace de collision, on va égaler ce temps t au temps d'approche, au temps pendant lequel les atomes se trouvent à une distance de l'ordre de b, qui est le temps b sur v. Si vous égalez b sur v à pi h bar b3 sur E2 à 0 carré, vous trouvez tout de suite que pi b carré est donné par cette expression, E2 à 0 carré sur h bar v. On reconnaît E2 sur h bar c, c'est la constante de structure fine. Donc en multipliant, en divisant par c, on voit que cette section efficace de collision, c'est alpha c sur v à 0 carré, où à 0 carré est simplement la section géométrique de l'atome. Donc finalement, cette section de collision, efficace de collision, elle est égale à la section géométrique que multiplie ce facteur 1 sur 137 c sur v, qui est un facteur très grand. Pour des atomes thermiques, vitesse de l'ordre de 300 ou 500 mètres par seconde, c sur v est de l'ordre de 10 puissance 6, et donc on a une section de collision qui est 10 000 fois, une section efficace de collision résonante qui est 10 000 fois la section géométrique. En d'autres termes, ça veut dire que les atomes sont sensibles à cet effet quand ils passent à une distance qui est de l'ordre de 100 fois leur taille. Et donc ce facteur 100 fois la taille est un facteur typique qu'on retrouvera tout à l'heure, dont il faut se souvenir. Donc les atomes se perturbent à des distances, se perturbent de façon notable dans des collisions résonantes de ce type à des distances de l'ordre de 100 fois leur taille. On verra que c'est la même chose pour des états de Rydberg, de l'ordre de n égale 50. Donc l'interaction va porter cette fois-ci à 100 fois la taille d'un état de Rydberg n égale 50, c'est-à-dire des distances de l'ordre de 10 microns. Donc on retrouve ces ordres de grandeur typiques, les atomes qui se parlent l'un à l'autre à des distances de plusieurs microns sous l'effet de ces collisions résonantes. Alors ces collisions, elles affectent, évidemment, si vous avez un atome qui est dans une superposition, des atomes qui sont dans une superposition linéaire de 1s et de 2p, avec une densité suffisante, ces collisions vont affecter, en déplaçant les niveaux, vont affecter la phase de ces superpositions. Et la phase des superpositions linéaires est directement liée à la largeur des raies de résonance, la largeur des raies qu'on observe en spectroscopie. Donc ces collisions résonantes, elles élargissent, elles jouent un rôle pour l'élargissement des raies de résonance optique, et donc elles sont connues depuis et étudiées depuis très longtemps. Alors je passe maintenant à des atomes de Rydberg, et je me pose la question, donc quelle va être l'interaction de Van der Waals pour deux atomes dans le même état excité, NL, par exemple deux atomes dans l'état NP avec une valeur de m donnée, à une distance r l'un de l'autre. Donc on a ces deux atomes, ils ont la même énergie bien sûr, donc le système des deux atomes peut être décrit par un produit tensoriel
NL. Et ce qui va être important maintenant, ça va être le couplage sous l'effet de l'hamiltonien dipôle-dipôle avec des niveaux donc, qui sont couplés par les règles de sélection, mais avec des niveaux qui ont une énergie aussi voisine que possible de l'état NL. C'est les niveaux d'énergie voisine qui vont être prédominants dans les effets liés au couplage entre les atomes. Donc j'ai représenté ici une situation où NL, l'atome dans l'état NL peut sauter vers un état n seconde L seconde ou vers un état n' L', d'énergie un peu plus petite ou un peu plus grande. Les règles de sélection, elles sont bien connues. Il faut que delta L soit égal à plus ou moins 1, parce que ce sont les éléments de matrice de l'opérateur dipolaire électrique. Et si on veut que le couplage soit important, il faut que la différence des nombres quantiques principaux, n-n' ou n-n seconde, soit petite, pour que les fonctions d'onde se recouvrent bien. Et donc, on va voir dans un instant que dans le diagramme d'énergie des systèmes de deux atomes, en jouant sur les nombres quantiques principaux et les défauts quantiques, il y a beaucoup de niveaux d'énergie qui sont voisins. Et on peut trouver beaucoup de combinaisons de deux états atomiques qui ont une énergie très voisine de l'état NL-NL. Et parmi toutes ces combinaisons, il y en a une qui est la plus proche de la dégénérescence. Et c'est celle-là qui va jouer un rôle prépondérant. Donc pour une estimation, une évaluation des ordres de grandeur, je vais me contenter d'étudier le couplage avec le couple d'états dans le système des deux atomes qui a l'énergie la plus proche. Et le couplage à ce moment-là va être de cette forme. NL-NL va être couplé à un état, l'état N', L', N seconde, L seconde, de façon symétrique. C'est-à-dire, en fait, il va être couplé à cette superposition des états, puisque l'hamiltonien est symétrique par échange des deux atomes. Et quelle va être la matrice qui va décrire ce couplage? Donc, je vais écrire cette matrice, mais avant cela, je rappelle l'expression des énergies des états NL. C'est en 1 sur n au carré, mais en fait, il faut mettre n moins delta L au carré, où delta L est le défaut quantique pour des atomes qui ne sont pas d'hydrogène, par exemple pour des atomes alcalins. Et je vous rappelle que ce défaut quantique est, en première approximation, dépend de L, mais pas de n. Donc je l'écris sous la forme E2 moins E2 sur 2 à 0, n moins delta L au carré. Lorsqu'on a écrit ça sous cette forme, il est clair que la différence d'énergie entre l'état NL-NL et cet état-là, on peut toujours la mettre sous la forme E2 delta sur n cube à 0. Parce que vous voyez que je vais pouvoir développer le terme en 1 sur n au carré sous la forme 1 sur n au carré plus une correction qui va être 1 sur n au cube multiplié par un facteur numérique que j'appelle delta, qui va être une combinaison linéaire des différences de défauts quantiques et des différences des nombres quantiques principaux, n, n', et n seconde. Donc la question que j'évoquais tout à l'heure, trouver des niveaux d'énergie voisins, c'est trouver des couples d'états n, n', delta L, delta L', delta L seconde, tels que cette expression-là soit la plus petite possible. Le delta le plus petit possible. Et donc voilà la différence d'énergie. À partir de là, on obtient l'expression de la restriction de W dans le sous-espace de ces deux états. C'est une matrice de 2. Donc si je prends comme origine des énergies l'énergie 0 pour l'état N', L', N seconde, L seconde, l'état NL-NL va avoir l'énergie E2 delta sur N3 à 0. Et l'élément non diagonal, qui décrit le couplage, il va être en N4 à 0 carré sur R cube, avec un coefficient numérique C qui est de l'ordre de l'unité et qui dépend encore des propriétés angulaires. Donc on a une matrice de 2 maintenant, avec C de l'ordre de 1 et delta, ce défaut quantique effectif entre les deux, le niveau initial et le niveau final, il peut être très petit. Il est essentiellement entre 0 et 1, mais nous allons voir qu'il peut prendre des valeurs de l'ordre de 10-2 facilement. À partir de là, donc on est ramené à la diagonalisation d'une matrice de 2 évidente, et cette diagonalisation donne les valeurs propres des états de Van der Waals sont données par la diagonalisation de cette matrice, et on obtient ce résultat. Donc c'est finalement la résolution d'une équation du second degré. Les énergies de Van der Waals sont données par cette expression-là. Et vous voyez qu'elles dépendent du défaut quantique effectif delta et du couplage entre les deux niveaux. Et suivant les cas, si ces termes-là qui dominent, on va avoir une interaction en 1 sur R6, alors que si c'est ce terme-là qui domine, on pourra négliger ce terme, et la racine de 1 sur R6 est en 1 sur R3. Donc, dans un cas, on va avoir une interaction, un couplage en 1 sur R6, et dans l'autre cas, en 1 sur R3.
ce qui va déterminer le passage d'un régime à l'autre, c'est la comparaison de ces deux termes, c'est-à-dire finalement l'ordre de grandeur de delta R au cube. Donc, deux cas limites. Si delta R au cube est grand, entre guillemets, on peut dire qu'à ce moment-là, c'est ce terme qui domine et donc il n'y a pas de dégénérescence, ou on est loin de la dégénérescence des deux niveaux, et la perturbation van der Waals agit au deuxième ordre. C'est-à-dire que vous voyez que ce qu'on va faire dans ce cas, c'est qu'on doit prendre le radical, donc on a le radical racine de delta 2 sur A0 carré N6 plus 4C2 N8 A0 puissance 4 sur R6. Et donc, ceci, c'est à peu près, je sors le delta 2 sur A0 N6, c'est delta sur A0 N3, racine de 1 plus, alors 4C2 A0 puissance 6 N14, vous voyez qu'on arrive à des puissances de N très élevées, N14 sur R6. Et lorsque je développe donc, ce terme qui est petit, je trouve donc sur delta 2 ici. Lorsque je développe ce terme qui est tout petit, je trouve donc delta sur A0 N3 que multiplie 1 sur delta R3. Et puis j'ai ici un 2C2 A0 puissance 5 N. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là? N14. Oui, et je vais avoir N11. N14 sur N3, ça va faire N11 sur R6, sur R3, d'accord. Et, excusez-moi, là j'ai un delta 2. Donc je retrouve finalement un 1 sur A0. Et j'ai ici un terme qui est en A0 puissance. Excusez-moi, il y a un A0 puissance 6 ici. Je trouve un terme en A0 puissance 5 sur R6, N11 sur delta. Donc il y a un effet énorme d'échelle. Donc si delta R3 est grand devant ce terme, c'est-à-dire si la distance des atomes R est grande devant cette A0 fois ce facteur, eh bien l'énergie de van der Waals pour l'état plus se met sous cette forme-là. Donc ça, c'est l'énergie de l'état non déplacé, plus un déplacement qui est en N11 à 0,5 sur R6. Et donc vous voyez que vous trouvez un effet, une interaction de van der Waals qui est celle de l'état fondamental E2 à 0,5 sur R6 que multiplie n puissance 11 sur delta. Donc un effet d'exaltation énorme. Si par contre delta R est petit, eh bien à ce moment-là, c'est au contraire ce terme-là qui domine, je peux négliger le delta 2 et je trouve simplement la levée de dégénérescence avec plus ou moins E2 CN4 à 0 carré sur R3. Je trouve à nouveau la résonance de Förster avec cette fois-ci une fréquence d'échange qui est proportionnelle à n puissance 4 sur R3. Donc voilà les deux régimes d'interaction Rydberg-Lindbergh. Pour une distance grande, c'est-à-dire grande devant ce facteur-là, devant cette quantité-là, ce qui correspond à des distances de l'ordre de 5 microns, typiquement pour n égale 60 et un tout petit défaut quantique de ce genre, eh bien, l'interaction de van der Waals est en n puissance 11 sur delta R6. Et donc, avec les ordres de grandeur que j'ai choisis là, l'interaction est 21 ordres de grandeur plus grande que pour deux atomes dans leur état fondamental. Donc, on a vraiment... Alors, évidemment, ça ne porte pas sur des distances énormes parce qu'on a le facteur en 1 sur R6 qui fait décroître très vite l'interaction avec la distance, mais quand même, on est sensible à l'interaction à des distances de plusieurs microns. Dans l'autre régime, lorsque les atomes sont proches par rapport à cette distance limite, on a une fréquence que j'évalue ici qui est de l'ordre de plusieurs mégahertz à une distance de 10 microns. Donc, et l'interaction est 10 puissance 7 fois plus grande que dans l'état fondamental. Donc voilà ce qu'on peut dire simplement là-dessus. Alors comment est-ce qu'on peut accorder une résonance de Förster? Je le montre sur le transparent suivant. Voici les niveaux d'énergie, donc je sortirai ça de cette référence que je vous avais donnée dans la première leçon. Voici les 18 niveaux d'énergie qui sont voisins en énergie de
l'énergie du niveau 60p3,5, 60p3,5. Donc si vous voulez chercher des résonances de Förster correspondant à une collision entre ces deux atomes dans ce niveau, vous voyez que vous avez beaucoup de niveaux qui ont un delta compris grossièrement entre moins 0,1 et plus 0,1. Et en particulier, le niveau le plus proche, c'est le niveau 60 SNI, 61 SNI, qui est un delta qui est de l'ordre de 1 centième. Donc ce paramètre delta qui détermine le gap entre l'état NLNL et l'état A2 atome peut être très petit. Et donc une première façon d'accorder une résonance de Förster est de choisir dans les niveaux d'énergie de deux atomes un couple de niveaux tel qu'il existe un niveau N', L', N seconde, L seconde pour lequel delta est très petit. Bon, il y a une deuxième façon qui est encore plus radicale qui consiste à appliquer un petit champ électrique qui déplace les niveaux et choisir la valeur du champ électrique pour lequel une dégénérescence exacte va se produire. Je vous donnerai un exemple de ça dans un instant. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces résonances de Förster. Et maintenant, je vais justement décrire une expérience assez ancienne, enfin même très ancienne, faite dans les années 80 par le groupe de Tom Gallagher, qui était à l'époque au Stanford Research Institute en Californie, qui s'est intéressé aux collisions de Van der Waals résonantes entre atomes de Rydberg de sodium. Et donc, il a effectué il y a longtemps une étude expérimentale de résonance de Förster, et il a étudié comment varier ces sections efficaces de collision avec le nombre quantique principal en particulier. Donc voilà, rappeler rapidement les niveaux d'énergie d'un atome de sodium en présence d'un champ électrique. Alors, je vous rappelle que les états de petits moments angulaires S et P ont un effet Stark quadratique. Alors, dans le cas de l'état S, la polarisabilité quadratique est très faible, il y a une courbure mais qu'on ne voit pas à cette échelle. L'état NP et les états N-1P ont une courbure plus grande, l'état NP ayant une courbure plus grande que l'état N-1P. Puis j'ai représenté ici les deux niveaux extrêmes de multiplicité Stark correspondant à des moments angulaires plus grands ou égal à 2, mais qui n'interviendront pas dans le problème en question. Alors, la condition de résonance par déplacement Stark, c'est s'arranger pour que l'énergie de l'état NS soit juste équidistante, corresponde juste à la moyenne des énergies de l'état N-1P et de l'état NP. Vous voyez que si l'état NS a une énergie qui est exactement la moyenne entre l'énergie de NP et N-1P, on sera dans la condition où deux atomes dans l'état NS entrant en collision vont être résonnants avec l'état final dans lequel un atome va s'exciter pour monter dans l'état NP et l'autre va se désexciter pour descendre dans l'état N-1P. Donc c'est cette résonance-là qu'on va étudier. Et vous voyez donc qu'il faut se placer à la valeur du champ électrique pour lequel la flèche montante et la flèche descendante ont la même longueur. Et étant donné que dans les multiplicités n et n-1, les courbures sont différentes, vous voyez que ça va se produire pour une valeur du champ électrique donné et pas pour un champ plus petit ou un champ plus grand. Alors, comment est-ce qu'on fait l'expérience? C'est fait sur un jet atomique. On excite les états NS en échelon. Donc, un premier laser excite de 3s à 3p, puis un deuxième laser dans le bleu va de 3p à ns. Il s'agissait à l'époque de lasers en impulsion très brève qui excitaient le milieu en un temps de l'ordre de 2 ou 3 nanosecondes. Et l'expérience est réalisée en balayant la fréquence de ce laser. On explore les valeurs de n comprises entre 16 et 27. Le montage expérimental est rappelé ici. Donc vous avez un jet atomique de sodium horizontal dans une enceinte à vide et on applique un champ électrique. D'abord, une première utilisation du champ électrique, c'est de donner la valeur qui correspond à cette résonance. Donc c'est ce qu'on appelle un champ électrique statique qui réalise la valeur correspondant à cette condition de résonance. Et puis, lorsqu'on veut détecter les atomes, on applique un pulse de champ électrique beaucoup plus intense qui ionise les atomes et on les détecte avec un multiplicateur d'électrons. Donc ça, c'est la méthode standard que j'ai décrite longuement dans les leçons précédentes. Alors, quand on regarde la situation de façon un peu plus fine, on voit en fait que l'état S a un moment magnétique, un nombre quantique magnétique m égale 0, bien sûr, mais l'état P peut avoir un nombre quantique magnétique 0 ou 1. Et suivant qu'il prend les valeurs 0 ou 1, l'effet Stark est un peu différent. Et donc, en fait, on a deux sous-niveaux ici, que j'appelle des niveaux de structure fine, correspondant à m égale 0 et m égale 1, et deux sous-niveaux ici. Et lorsqu'on regarde maintenant la condition de résonance,
il faut que l'un de ces états ait la même énergie que l'une de ces transitions ait la même énergie que l'une de ces transitions vers le bas. Il y a 4 combinaisons possibles. Donc en fait, l'arrêt de résonance correspond à 4 valeurs voisines du champ électrique. Ici, j'ai décrit ce qui se passait lorsqu'on faisait une collision entre 2 atomes dans l'état 20s. Et donc, pour n égale 20, on a 4 résonances autour d'un champ de 210 volts par centimètre qui correspond à toutes les valeurs possibles finales de M. Donc, j'ai explicité ici les 4 transitions. 20S, 20S peut aller vers 19P, M égale 0, 20P, M égale 0, ou vers 19P, M égale 0, 20P, M égale 1, ou 19P, M égale 1, 20P, M égale 0, ou 19P, M égale 1, 20P, M égale 1. Et ça correspond aux 4 transitions indiquées ici. Alors, maintenant, voyons un peu de façon plus quantitative qu'est-ce qu'on cherche. On cherche à évaluer la section efficace de collision résonante. Et je montre ici la formule qui relie le nombre d'atomes. On laisse les atomes donc dans le jet atomique pendant un temps de l'ordre d'une microseconde. On les laisse interagir entre eux sous l'effet de ces collisions résonantes. Et puis au bout d'un temps petit t de l'ordre d'une microseconde, on ionise tout et on compte les atomes dans l'état final et on distingue les atomes qui sont dans l'état S et dans l'état P. Et ce à quoi on s'attend, c'était une formule de ce genre que je vais essayer d'expliciter un petit peu. Le nombre d'atomes trouvés dans l'état P doit être proportionnel au nombre d'atomes excités dans l'état S au carré que multiplie ce facteur, où V est la vitesse des atomes, grand V le volume de l'échantillon, qui correspond à l'intersection du laser avec le jet atomique, petit v la vitesse moyenne des atomes et t le temps pendant lequel on laisse le système en interaction. Alors pourquoi est-ce qu'on a une formule de ce genre? Je vais essayer de le justifier rapidement. Prenons un des atomes dans l'état S initial. Cet atome, vous pouvez le considérer comme étant entouré d'une petite surface qui est sa section efficace de collision résonante, sigma, et pendant un temps t, se déplaçant à la vitesse v, il balaye un volume sigma vt. Alors, il s'agit de savoir combien il va rencontrer d'atomes dans le même état S, dans ce volume sigma vt. C'est facile, il va rencontrer sigma vt que multiplie la densité d'atomes dans l'état S, qui est tout simplement ns sur grand V, où V est le volume de l'échantillon. Donc on trouve, ça c'est le nombre d'atomes qui vont être rencontrés dans l'état S, et ces atomes rencontrés dans l'état S, ils ont une bonne probabilité de passer dans l'état P, parce que c'est la définition de la section efficace. Donc chaque atome dans l'état S va produire ce nombre d'atomes dans l'état P. Et comme il y a ns atomes dans l'état S qui font la même chose, il est clair que le nombre d'atomes qu'on va trouver dans l'état P, ça va être cette expression-là, qui est l'expression qui est au tableau, qui est sur la diapositive. Et vous voyez qu'à partir de là, il suffit maintenant d'en tirer, on voit qu'on peut en tirer la section efficace de collision expérimentalement en décrivant cette relation-là. Donc si l'expérience permet de mesurer NP et NS, en connaissant l'efficacité de détection de l'ionisation atomique qui détecte les atomes, et on évalue le volume de l'échantillon, on connaît la vitesse moyenne des atomes et le temps t pendant lequel on les laisse en interaction, donc on a tous les éléments pour déterminer ces coefficients. Voici une courbe expérimentale. Donc on voit effectivement, quand on balaye le champ électrique et qu'on compte le nombre d'atomes dans l'état final NP, on voit effectivement 4 résonances qui correspondent aux 4 transitions que j'indiquais. On voit que l'effet est fortement non linéaire, c'est-à-dire que NP est proportionnel au carré de NS. Vous voyez qu'entre ces deux courbes, la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a multiplié par un facteur 2,5 l'intensité du laser qui excite les atomes dans l'état S. Et vous voyez que le nombre d'atomes dans l'état P a augmenté par une quantité qui est de l'ordre du carré de 2,5, de l'ordre de 4 à 5. Donc on a bien cet effet quadratique qui est encore plus visible ici. Ici, on a porté le nombre d'atomes dans l'état S et le nombre d'atomes dans l'état P en fonction de la puissance du laser en unité arbitraire. Et on constate bien que le nombre d'atomes dans l'état P croît quadratiquement par rapport au nombre d'atomes dans l'état S. Donc cette dépendance quadratique du signal est claire. Et on peut faire une étude plus quantitative qui va montrer que sigma, la section efficace de collision, est proportionnelle à N4, ce qui est normal, c'est le carré de la taille de l'atome. Et un autre élément important que cette expérience permet de calculer, un autre paramètre important, c'est la durée de chaque collision, qui est liée à la largeur de ces courbes.
La collision prend un certain temps. Le fait qu'elle prenne un certain temps, ça veut dire que la condition de résonance correspond à une certaine largeur en fréquence, qui est l'inverse de ce temps. Et une largeur en fréquence, ça se traduit par une largeur en champ électrique. Et donc, on peut, comme on connaît la pente des niveaux en fonction du champ électrique, on peut relier la largeur en fréquence à la largeur en champ électrique et on peut vérifier que, effectivement, le temps de collision est proportionnel à n au carré. Alors, ceci, c'est exprimé de façon plus claire ici. Je vous rappelle cette expression sur la section efficace de collision liée à la section géométrique. Le facteur alpha c sur v dans cette expérience est de l'ordre de 4500. C'est donc le rapport de la vitesse des atomes à la vitesse de la lumière multiplié par alpha. Et on retrouve cet ordre de grandeur, la section efficace de collision est de 1000 à 10 000 fois plus grande que la section géométrique. Et pour n égale 20, on trouve une section efficace. La section géométrique est de l'ordre de 10 puissance 5 angstrom carré, et la section de collision elle est comprise entre 10 puissance 8 et 10 puissance 9 angstrom carré. Voici ici les mesures effectuées pour des valeurs de n différentes en fonction de n à la puissance 4. On constate effectivement que cette courbe-là qui donne la section efficace de collision, elle est bien proportionnelle à n puissance 4. Et cette courbe-là qui donne l'élargissement des raies de résonance, c'est-à-dire la mesure du temps de collision, eh bien, elle a une pente 2 fois plus faible, donc elle correspond bien à une variation en n au carré. Et on peut évaluer la durée de la collision. C'est simplement la racine carrée de sigma collision divisée par v, et on trouve bien un temps de l'ordre de la nanoseconde pour n égale 20, c'est-à-dire des largeurs de l'ordre du gigahertz. Et cette largeur de l'ordre du gigahertz se traduit par une largeur de raie de l'ordre du volt par centimètre, qui est bien ce qu'on observe expérimentalement. Donc cette expérience était un peu pionnière dans ce domaine, faite par Gallagher et son équipe. Je voudrais maintenant, puisqu'on a établi les ordres de grandeur, parler de la transition entre ce qu'on appelle le régime collisionnel et un régime quasi-statique. Qu'est-ce que c'est que le régime collisionnel? C'est un régime dans lequel chaque atome rencontre successivement les atomes avec lesquels il va rentrer en collision. Donc pour qu'il y ait régime collisionnel, il faut que le temps de collision soit court par rapport au temps qui sépare deux collisions. À ce moment-là, on peut parler pour chaque atome d'une histoire dans laquelle on a des collisions successives séparées par des intervalles de temps longs aléatoires. Alors, pour évaluer ces quantités, je reprends ce petit modèle que je vous montrais tout à l'heure au tableau, un cylindre qui est balayé par la section efficace de collision en 1 seconde. Ça permet immédiatement d'évaluer le temps entre deux collisions, qui est tout simplement 1 sur ρ sigma v. Pendant un temps d'1 seconde, un atome va balayer un volume ρ sigma v et va balayer un volume plutôt sigma v, et si la densité d'atomes est ρ, eh bien, ça veut dire qu'il va rencontrer ρ sigma v atomes, et donc que le temps entre deux collisions est égal à 1 sur ρ sigma v, où ρ est la densité. Et pour que les collisions soient bien séparées, il faut que le temps d'une collision soit très court par rapport à ce temps de taux. Or, le temps d'une collision, il est de l'ordre de racine de sigma sur v. Et vous voyez que v s'élimine. Il faut que racine de sigma sur v soit petite devant 1 sur ρ sigma v, ce qui indique simplement que ρ doit être plus petit qu'une densité critique ρ0, qui est sigma à la puissance moins 3,5. Et je vous rappelle que sigma est proportionnel à la section géométrique de l'atome, donc sigma à la puissance moins 3,5, c'est simplement l'inverse du volume de la fonction non atomique dans l'état n. Et puis on a un facteur numérique qui est le fameux facteur de l'ordre de 1000 à 10 000 à la puissance moins 3,5. Donc on trouve finalement quelque chose qui est de l'ordre de 10 moins 6 fois 1 sur A0 cube N6. Et qu'est-ce que c'est que 1 sur A0 cube N6? C'est la densité des atomes s'ils étaient au contact des uns des autres. Donc ce que 1 sur A0 cube N6, c'est ce que j'appellerais la densité de contact. Donc pour que les collisions puissent être considérées comme binaires, il faut que la densité ρ0 soit de l'ordre de 10 moins 6 fois la densité de contact. C'est-à-dire qu'on retrouve le fait qu'il faut que les atomes soient des distances moyennes de l'ordre de 100 fois leur taille. Donc j'ai donné ici des ordres de grandeur. Évidemment, ça varie avec n très vite. Pour n égale 20,
la densité de contact est de 10 puissance 17 atomes par centimètre cube. Pour n égale 50, elle n'est plus que de 6 10 puissance 14. Et pour n égale 100, de l'ordre de 10 puissance 13. Et si je divise par un facteur 10 puissance 6, vous voyez que la densité limite pour qu'on puisse parler de collision binaire est de 10 puissance 11 par centimètre cube, 6 10 puissance 8 ou 10 puissance 7 ici. Alors ces densités-là, elles sont en fait beaucoup plus élevées que celles de l'expérience que je viens de vous décrire, pour lesquelles ρ était de l'ordre de 10 puissance 7 par centimètre cube autour de n égale 20. Donc vous voyez qu'on était à 4 ordres de grandeur au-dessous de cette densité critique, et donc on pouvait bien faire cette hypothèse que les collisions étaient des collisions binaires. Par contre, on peut très facilement, en augmentant la puissance des lasers, arriver à un régime où le milieu devient dense en ce sens. Et je décris ça de façon très rapide ici. Et là, je décris une expérience que nous avions réalisée dans notre groupe il y a une trentaine d'années également, à peu près à la même période, pour mettre en évidence donc, les interactions entre atomes de Rydberg dans un régime quasi statique. C'est dans un régime où chaque atome n'interagit pas simplement avec un autre successivement dans le temps, mais voit une espèce de soupe d'atomes de Rydberg qui sont de son voisinage avec lesquels il interagit en permanence. Pour cela, on a effectué l'expérience sur des atomes de césium. Cette fois-ci, donc, le schéma d'excitation est très voisin du précédent, sauf que ce n'est plus le niveau 3S, mais c'est le niveau 6S, 6S, 6P. Et puis, le deuxième échelon qui nous amène à des états NS ou ND est représenté par ce laser-là. Le gaz est dense. Alors le paramètre qu'on peut utiliser pour exprimer la densité du gaz, c'est de faire le rapport entre la distance moyenne entre atomes et leur taille. Et vous voyez que ce rapport, il est inférieur, dans cette expérience, inférieur ou de l'ordre de 10. Donc il est beaucoup plus petit que le facteur 100 dont je vous parlais tout à l'heure. Dans un régime où les atomes sont à 10 fois leur taille, ou quelques fois leur taille, mais beaucoup plus proches que 100 fois. Et on balaye, on excite autour de n égale 40. Alors voilà maintenant les niveaux d'énergie très simplifiés d'un système de deux atomes. Dans l'état fondamental, dans le premier état fondamental, c'est 6S, 6S, c'est bien en dessous. Ici, vous avez deux atomes dans l'état 6P. Et puis ici, vous avez un atome qui passe de 6P à NL. Et puis ici, vous avez deux atomes dans l'état NL. Et lorsque les deux atomes sont dans l'état NL, eh bien, on a l'interaction dipôle-dipôle qui devient en 1 sur R3 à grande distance. À petite distance, excusez-moi. Ici, je porte l'inverse du cube de la distance mesurée dans cette unité sans dimension, ce que j'appellerais 1 sur x3. Et ici, vous avez donc la valeur 10-3 qui correspond donc à un paramètre xm égal à 10, c'est-à-dire à déjà un régime régime quasi-statique, où les atomes sont relativement proches les uns des autres. Et vous voyez que si vous augmentez x, ça revient à diminuer la distance. Vous êtes dans un régime où les atomes sont de plus en plus proches les uns des autres et les énergies du doublet d'atomes excités se séparent avec une interaction qui est en 1 sur R3. Et on peut l'exprimer sous cette forme-là en fonction du paramètre sans dimension petit x. Donc la séparation peut atteindre plusieurs gigahertz à des distances pour lesquelles x est de l'ordre de quelques unités. Et vous voyez que ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est que le laser va exciter les atomes par paire. Deux photons laser vont permettre à l'atome de passer de 6P à un état doublement excité, alors que l'état virtuel ici, la transition virtuelle vers cet état intermédiaire est non résonante. Donc en fait, l'excitation n'est possible à ce moment-là que si une paire d'atomes est excitée simultanément. Donc on peut appeler ça un effet d'anti-blocage. Vous voyez qu'on va exciter deux atomes, ce qui n'est pas le cas dans le cas du blocage Rydberg, parce qu'on a des conditions très différentes. Pour que le blocage Rydberg soit possible, il faut que le déplacement d'énergie des atomes soit grand par rapport à la fréquence de Rabi. Ici, on est dans le régime inverse. On est dans un régime où la fréquence de Rabi est très grande pour qu'une excitation à deux photons soit possible, et on excite simultanément deux atomes à l'aide de deux photons. Et on les excite à une distance qui est très loin, qui est à plusieurs gigahertz, même plusieurs dizaines de gigahertz de la fréquence des atomes non perturbés. Donc, excitation de paires d'atomes par absorption de deux photons à une fréquence décalée de l'ordre de 25 GHz lorsque x vaut 5. Et vous voyez le genre de spectre qu'on observe. Voici le spectre observé autour de l'état 40D
pour une excitation qui correspond à une densité d'atomes excités de l'ordre de 10 puissance 10 par centimètre cube. Et là, on a repris le même spectre, mais avec un laser 20 fois plus intense, dans lequel on estime au sommet des raies l'excitation correspondant à une densité de l'ordre de 2 10 puissance 11 atomes par centimètre cube. Et vous voyez que lorsqu'on avait observé ces raies élargies à cette époque-là, une des questions qui nous avait intrigués, c'est la question suivante. Prenez le laser à la fréquence correspondant à l'aile de cette raie. Cette fréquence se trouve à peu près 20 ou 30 GHz de la fréquence d'excitation d'une paire d'atomes qui n'interagissent pas entre eux. La question qu'on peut se poser là, c'est quand le laser est si loin de résonance, comment est-ce que les premiers atomes s'excitent? Il est clair qu'ils ne peuvent pas s'exciter indépendamment l'un de l'autre, parce que c'est un atome à 25 GHz de la fréquence de résonance du laser se trouve à une distance beaucoup plus grande que la largeur du laser, qui est de l'ordre du gigahertz seulement. Donc la seule possibilité d'excitation, c'est qu'une paire d'atomes s'excite simultanément. Et les ordres de grandeur correspondent bien à cette interprétation. Donc le mécanisme d'excitation, je l'ai résumé ici. Donc pour que le laser puisse exciter par absorption de 2 photons une paire d'atomes à 25 GHz de la fréquence non perturbée, il faut qu'il y ait une paire d'atomes dans laquelle 1 sur x3 soit de l'ordre de 10-2. Ça veut dire que x doit être de l'ordre de 5, c'est-à-dire la distance entre les atomes 5n2 à 0, qui correspond à 5 10-7 mètres, alors que dans l'état fondamental, la densité est de 2 10 puissance 11 dans l'état excité, mais dans l'état fondamental, elle est de l'ordre de 10 puissance 12 par centimètre cube. C'est-à-dire que la distance moyenne des atomes dans l'état fondamental est 10-6 mètres. Donc vous voyez que pour que 2 atomes puissent exciter, il faut qu'ils passent à une distance qui est la moitié de leur distance moyenne. Mais dans un gaz, en raison de la distribution thermique des atomes, pendant le temps de cette expérience qui est de l'ordre de la nanoseconde, il y a un très grand nombre de paires d'atomes qui passent à la bonne distance. Donc ces atomes peuvent être excités, mais une fois que l'excitation est amorcée, eh bien, un atome qui passe au voisinage d'une paire excitée va avoir ses niveaux fortement déplacés, et donc un troisième atome va pouvoir s'exciter sous l'effet du déplacement, et on a un mécanisme qui est extrêmement complexe, la forme de raie est complexe, et le processus très non linéaire. Nous l'avions étudié de façon très qualitative il y a 30 ans, mais ces expériences, on les reprend maintenant avec des méthodes plus modernes, en particulier dans les atomes froids, mais pas seulement, et on a pu étudier de façon beaucoup plus quantitative comment des agrégats d'atomes de Rydberg se forment sous l'effet de ce type de mécanisme. En particulier, je vous rappelle que Tillman Pfau, la semaine dernière, a décrit à la fin de son séminaire, pour ceux d'entre vous qui y ont assisté, exactement ce type de mécanisme pour expliquer la formation d'agrégats d'atomes de Rydberg dans un gaz dense. Alors, je vois que le temps passe et je voudrais passer maintenant à la dernière partie qui est étudier donc l'interaction dipôle-dipôle dans une situation un peu particulière, étudier les interactions d'atomes de Rydberg avec une paroi métallique. C'est-à-dire ce n'est plus l'interaction entre deux atomes, mais l'interaction entre un atome et son image dans un miroir. Et à nouveau, on a une interaction dipôle-dipôle qui, cette fois-ci, une interaction en 1 sur R3, toujours, pour une raison très simple, c'est que les fluctuations du dipôle et de son image sont par définition corrélées. Donc la corrélation, elle existe dès le départ, et donc l'interaction va être en 1 sur R3 et non pas en 1 sur R6. Donc je rappelle ici très rapidement, j'ai fait les calculs en détail et je vais donc aller assez vite. Voilà le modèle. Vous avez un dipôle qui se trouve à une distance d d'un miroir, et voilà son image électrique d2 dans le miroir. Et je considère que c'est un métal idéal et qu'il n'y a pas d'effet de retard. Donc je vous rappelle, d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est séparer pour D1 les composantes normales et parallèles à la surface. Donc j'écris simplement que D1, c'est la composante ND1 parallèle à N, et évidemment la composante complémentaire qui est par définition perpendiculaire à N. Donc j'ai séparé le dipôle électrique en une composante normale à la surface et une composante parallèle à la surface. Et je fais ça pourquoi? Parce que ces deux composantes vont avoir une image très différente. La composante normale à la surface, un vecteur normal à la surface change de signe par réflexion. Donc cette composante-là du vecteur change de signe, mais en même temps, la conjugaison de charge pour une image électrique change le signe de la charge. Donc finalement, cette partie-là du dipôle va être la même dans le dipôle image, alors que la partie qui est parallèle à la surface, elle va changer de signe dans le dipôle image.
Et donc le dipôle image, il va prendre finalement l'expression 2ND1N moins D1. Donc voilà le dipôle image associé au dipôle réel D1. Et maintenant, je dois prendre le produit scalaire de ces deux vecteurs pour avoir l'interaction. Donc je l'ai fait ici. Et je prends cette expression, donc D1D2 moins 3ND1D2, avec une manipulation très simple. On trouve que c'est moins D1 carré plus ND1 au carré. Bon, le carré devrait sortir ici, le carré doit sortir de la parenthèse. Et vous voyez que ça veut dire simplement que D1 carré c'est X2 plus Y2 plus Z2, ND1 carré c'est Z2, donc j'ai finalement l'interaction dipôle-dipôle est en X2 plus Y2 plus 2Z2, où X, Y et Z sont les composantes de la position de l'électron dans l'atome. X et Y, c'est parallèle à la surface, et la composante Z est perpendiculaire à la surface. Donc oui, la composante perpendiculaire à la surface a un facteur 2 dans cette expression. Et donc, on arrive à un couplage attractif atome-métal que j'obtiens. Donc, je prends cette expression, je la divise par 4 pi epsilon 0 R3. Je tiens compte du fait que R, c'est 2D, puisque c'est la distance de l'atome à son image. Donc, c'est E2 sur 2D au cube. Et il y a un fameux facteur 1,5 qu'il faut rajouter parce que lorsque la charge interagit avec son image, comme dans tous les problèmes d'électrostatique, il y a ce facteur 1,5 qui apparaît. Simplement, si vous voulez, une façon de le retrouver, c'est de dire qu'on veut, si on construit la distribution de charge par petits incréments, à chaque fois qu'on amène un petit incrément, on veut construire une charge Q, on va la faire grandir sous la forme XQ en la faisant par des petits incréments. On va avoir à calculer une intégrale de la forme somme de x dx en prise entre 0 et 1, et ça va donner 1,5. Donc c'est un fameux. J'insiste sur ce facteur historiquement parce que tout ce calcul-là, il est fait dans la Bible de la physique atomique, qui est le livre de Cohen-Tanucci, Due et Laloué. Et dans les premières éditions du livre, je ne sais pas si ça a été corrigé, ce facteur 1,5 était omis. Donc c'était la grosse faute du Cohen-Tanucci. C'était l'oubli de ce facteur 1,5 dans l'expression de l'interaction dipôle-dipôle. Donc lorsqu'on en tient compte, on obtient cette expression-là. Et c'est une force attractive en 1 sur D4. Et à nouveau, c'est valable si D est petit devant lambda, la longueur d'onde d'émission caractéristique de l'atome. Et pour D plus grand que lambda, on a une force de Casimir en 1 sur D5 qui a été expérimentalement observée. Alors maintenant, en fait, je vais compliquer un petit peu le problème pour des raisons qui vont apparaître évidentes. L'expérience a été faite non pas à la distance D d'un miroir, mais pour un atome qui est équidistant, qui se trouve exactement entre deux miroirs séparés par la distance L. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, vous avez une double image. Vous avez une image à gauche et une image à droite. Et puis, bien sûr, vous avez des images qui proviennent de réflexions multiples dans le miroir. Donc, si vous prenez maintenant l'image de cette charge-là dans ce miroir-là, vous trouvez ceci. Si vous prenez l'image de cette charge-là dans ce miroir-là, vous trouvez cette position-là. Et puis, vous avez les images successives et ainsi de suite. Et maintenant, il faut calculer l'effet de toutes ces charges. D'abord, je rappelle que pour les états ns du sodium, la quantité x2 plus y2 plus 2z2 est très facile à calculer. Ces trois moyennes sont égales. Donc, en fait, on a 4 fois le même terme, qui est R2 sur 3. Donc, on trouve 4 tiers de la valeur moyenne de R2 dans l'état ns. Et la valeur moyenne de R2 dans l'état ns, c'est N2, 5N2 plus 1 sur 2. C'est un calcul que vous trouvez dans les vieux livres de physique quantique, en particulier dans le Bethe-Salpeter, donc les fonctions d'onde de l'atome d'hydrogène. Et donc, on a cette expression-là, où N star, c'est le nombre quantique principal moins le défaut quantique dans l'état S de l'atome de sodium. Donc, voilà pour le calcul de cette expression qui est exact. Et ensuite, il faut sommer les contributions des différentes charges. Et vous voyez que vous avez la charge qui se trouve, la première image, donc vous devez doubler cette expression pour la première image. La deuxième image, il se trouve que si vous prenez la deuxième image et vous tenez compte de la conjugaison de la charge, au lieu d'avoir à calculer x2 plus y2 plus 2z2, vous devez calculer x2 plus y2 moins 2z2, ce qui est très bien pour des états S, ça donne 0 évidemment. Donc les charges qui sont à la distance paire de 2L, 4L, etc., ne contribuent pas. Par contre, si vous prenez la charge qui est à la distance 3L, elle va donner un terme en 1 sur 3 au cube.
Et donc il faut sommer la série 1 plus 1 sur 3 au cube plus 1 sur a au cube, etc. Et donc les premiers termes sont évidemment prépondérants. Et lorsqu'on a fini tous ces calculs, on trouve finalement cette expression-là exacte, moins 3,5 E2 à 0 carré n puissance 4 sur L3. Donc on peut calculer exactement l'énergie d'interaction d'un atome qui se trouve équidistant entre deux miroirs. Et il s'agit de savoir comment on peut le mesurer expérimentalement. Alors vous avez ici le montage expérimental. C'est une expérience que j'avais faite avec Ed Hines à Yale dans les années 80. L'astuce, ça consistait à faire passer des atomes dans l'état fondamental, 3s, dans un tout petit gap formé entre deux miroirs, séparés par une distance de l'ordre de 1 micron. Donc on prenait deux blocs de quartz polis sur lesquels on avait déposé un peu une mince couche d'or pour avoir des miroirs métalliques, et on les séparait avec un petit espaceur, et on mesurait une distance de l'ordre variable de l'ordre de 1 micron. Et la longueur de ce gap était de l'ordre du centimètre. Alors, il est facile de voir que si les atomes du jet atomique se trouvent près d'une paroi, la force de Van der Waals, qui est attractive vers la paroi la plus proche, va venir coller les atomes sur la paroi. Et donc seuls les atomes qui sont déjà au voisinage du centre du gap ont une chance d'arriver à l'autre bout. Et donc on attend qu'ils arrivent pratiquement à l'autre bout, et lorsqu'ils sont à peu près à 5 mm du bout, on les excite avec un laser, en fait avec deux lasers, pour les amener dans un état NS. Donc c'est toujours la même excitation en échelon. Premier échelon vers 3P, deuxième échelon vers l'état NS, où N varie entre 10 et 13. Et vous voyez qu'une fois que l'atome est porté dans cet état, la force de Van der Waals est multipliée par un facteur n puissance 4, et donc l'attraction vers les parois devient beaucoup, beaucoup plus forte. Et donc si l'atome se trouvait un peu plus près d'une des deux parois, il va être collé sur cette paroi, et il ne va jamais arriver au détecteur. Et donc seuls arrivent au détecteur les atomes qui se trouvent, qui surfent en fait au sommet de ce potentiel, avec un équilibre parfait entre les deux forces qui l'attirent vers la paroi de gauche et vers la paroi de droite. C'est ce que j'ai représenté ici. Voilà le potentiel de Van der Waals en fonction de la distance. Et la valeur que vous avez ici, ça c'est la valeur que j'ai calculée tout à l'heure. C'est le terme en N4 sur D3. Et vous voyez qu'il faut que l'atome soit juste au milieu de ce potentiel. S'il est un petit peu à gauche ou à droite, la dérivée de ce potentiel est très forte. Il y a une force très forte qui le fait tomber vers une paroi. Donc en fait, par construction même, l'expérience filtre les atomes qui sont excités exactement au milieu du gap. Comment est-ce qu'on fait varier le gap? C'est très simple. En fait, les deux miroirs forment un coin et on fait varier, on les excite. On a un jet atomique assez diffus ici, et quand on déplace le laser dans cette distance, on va explorer des gaps effectifs qui sont de plus en plus étroits. Donc on peut faire varier le gap entre 1 et 2 microns, de cette façon-là. Et vous voyez ici le résultat de l'expérience. Voilà pour la transition 3P13S, la résonance observée pour des valeurs du gap que l'on ferme. On passe de 2 microns à quelque chose qui est 0,7 microns. Et donc vous voyez que l'array se déplace et s'élargit. Et ici on a une référence, une raie non déplacée, qui est simplement la même raie observée à l'extérieur du gap, donc lorsqu'il n'y a pas de force de Van der Waals. Et on a pu faire cela pour n variant de 10 à 13. Et vous voyez ici le déplacement des niveaux 10S, 11S, 12S et 13S en fonction de la séparation des plaques, comprise entre 2 microns et 0,7 microns. Les points sont expérimentaux, les courbes sont théoriques, ajustées sur la courbe théorique que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc vous voyez que cette expérience vérifie de façon quantitative la loi en N4 sur L3. Alors, donc c'est une expérience quantitative qui a été faite il y a une vingtaine d'années. Et dans la prochaine leçon, je vous montrerai une expérience analogue qui a mesuré la force, l'interaction de Van der Waals en N11 sur R6 en tenant deux atomes dans des pinces optiques dont on fait varier la distance. Donc c'est une expérience qui vérifie donc l'interaction dipôle-dipôle lorsqu'elle est en 1 sur R6 et non plus en 1 sur R3. Alors je rappelle, pour récapituler ici, les lois d'échelle des propriétés exagérées des états de Rydberg, parce qu'elles nous serviront constamment, et j'ai pris donc un certain nombre de propriétés physiques et que j'ai classées en fonction de puissance croissante de n. Alors, la première puissance qui apparaît dans ces calculs, c'est n au carré, donc c'est le grand axe de l'orbite de Kepler, ou le dipôle électrique de l'atome, et donc j'ai mis ici des valeurs typiques pour n égale 50 et n égale 100. Donc pour n égale 50, on a des atomes qui font 0,2 microns de diamètre ou de grand axe,
et ça atteint 1 micron pour n égale 100. Et les dipôles électriques qui correspondent aux dipôles électriques de l'effet Stark linéaire, eh bien, ils sont énormes, ils sont de l'ordre de 3000 à 10 000 unités atomiques. Donc ils sont beaucoup plus grands que les dipôles de molécules polaires diatomiques classiques. La période de Kepler, la période sur l'orbite, elle est en n cube, donc c'est à peu près 20 picosecondes pour n égale 50 et 200 picosecondes pour n égale 100. La durée de vie pour des états de faible moment angulaire est en n cube. Elle est de l'ordre de 50 microsecondes pour 50 et de l'ordre de 500 microsecondes pour n égale 100. Et le rapport entre ces deux quantités donne le nombre de tours que l'électron peut faire sur son orbite avant de décroître. C'est ce qu'on appelle un facteur de qualité qui est, vous voyez, de l'ordre de 10 puissance 6. Les atomes font quelque chose comme 10 puissance... Les électrons de Rydberg font à peu près 1 million de tours sur leur orbite avant la décroissance. En N4, nous avons ce que je viens de vous montrer. L'interaction atome-miroir, elle est en N4 sur V3, et elle est typiquement de l'ordre du mégahertz à une distance de 10 microns pour n égale 50, et elle atteindrait 20 mégahertz à une distance de 10 microns pour n égale 100. La section efficace de résonance de Förster pour des atomes chauds, elle est en N4 que multiplie ce fameux facteur 1000 à 10 000. Elle atteint 100 microns carrés pour n égale 50 et 2000 microns carrés pour n égale 100. Quand on passe à N5, on arrive à la durée de vie des circulaires, cette fois-ci, des états de grand moment angulaire. Elle est de 30 millisecondes pour n égale 50 et elle atteint la seconde pour n égale 100. Enfin, en N6 et N7, on trouve les polarisabilités. L'effet Stark quadratique des circulaires, je vous l'ai montré la semaine dernière, est en n puissance 6. Et il atteint la valeur de 2 MHz par vol par centimètre carré pour n égale 50 et 100 MHz par vol par centimètre carré pour n égale 100. Si vous prenez un atome de petit moment angulaire comme un état P ou un état S, lui, il a un effet Stark en N7. Je vous rappelle que l'effet Stark en N6, il provient de la différence du couplage de l'état supérieur et inférieur qui se compense. Et quand vous dérivez N7, vous trouvez 7N6. Donc ça explique pourquoi elle est en N6 pour des états circulaires, elle est en général en N7 pour des états de faible moment angulaire, et elle prend des valeurs énormes, 100 MHz par vol par centimètre carré pour 50, et elle atteint plusieurs gigahertz par vol par centimètre carré pour n égale 100, ce qui montre qu'il faut contrôler les champs électriques avec une précision de plus en plus grande si on veut éviter des shifts incontrôlés de fréquence. Et enfin, donc la puissance la plus élevée, c'est l'interaction de Van der Waals en 1 sur R6 qui a un facteur n puissance 11. Là, je l'ai calculé à 10 microns d'une surface pour un delta de l'ordre de 0,01. On trouve 50 kHz à 10 microns. Et ça atteint, avec la loi en n puissance 11, elle est très rapide. Donc, passer un facteur 2 sur le nombre quantique principal correspond à un facteur 2000 sur l'interaction. Et on atteint donc 100 MHz à 10 microns pour l'état n égale 100. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais faire un peu de publicité pour les prochaines leçons parce qu'on a un gap de 3 semaines. Donc je vais simplement vous indiquer ce qu'on va faire, ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler maintenant vraiment d'expériences d'interaction entre des atomes froids dont on contrôle la position. Je commencerai par considérer 2 atomes à une distance fixe l'un de l'autre qui sont tenus par des pinces optiques et on peut contrôler la distance entre les atomes. Et je décrirai des expériences qui exploitent le blocage Rydberg pour réaliser une porte quantique entre les atomes. Et je décrirai une expérience voisine dans laquelle on contrôle la distance entre 2 atomes, cette fois-ci en focalisant. On a un faisceau laser qui détermine 2 petits foyers très proches l'un de l'autre et on peut faire varier la distance des atomes en variant l'inclinaison des 2 faisceaux. Donc on peut tenir des atomes à une distance bien précise et on mesure l'interaction de Van der Waals entre ces atomes en fonction de la distance et on mesure de façon quantitative donc cette loi en N11 sur R6 en fonction de R et de N. Je décrirai également cette expérience. Je parlerai aussi d'expériences qui font intervenir des ensembles d'atomes froids. Je décrirai en particulier une très belle expérience faite par le groupe d'Immanuel Bloch à Munich, où il a étudié des cristaux, de véritables cristaux d'atomes de Rydberg qui sont préparés par excitation d'atomes dans un réseau optique. Donc on porte les atomes dans un réseau optique et quand ils sont excités, ils interagissent entre eux. Et cette interaction fait que les configurations de ces atomes ne sont pas aléatoires, elles correspondent à des distances bien particulières des atomes les uns par rapport aux autres. Et il s'agit en fait de cristaux qu'on peut qualifier de cristaux quantiques parce que les atomes dans l'état excité sont dans une superposition de toutes les configurations possibles
dans lesquels on varie l'angle général, l'angle de l'axe du cristal. Donc je décrirai ce type d'expérience. Et enfin, je vous parlerai aussi d'expériences où on utilise le blocage Rydberg pour réaliser de l'optique non linéaire au niveau du photon unique. Et je parlerai en particulier de ce qu'on appelle la transparence induite électromagnétiquement, décrite ici par ce diagramme. Qu'est-ce que c'est que la transparence induite électromagnétiquement? Vous avez un système à 3 niveaux. Dans le cas particulier ici, c'est 3 niveaux en échelon comme cela. Et vous avez un faisceau sonde qui excite cette transition-là et un faisceau contrôle intense qui excite cette transition. Et lorsque la condition de résonance est exactement remplie, eh bien, il se trouve que ce niveau-là n'est jamais peuplé, ce qui fait que le faisceau sonde n'est pas absorbé. Même si le milieu a une très grande densité optique, le faisceau sonde traverse le milieu. C'est ce qu'on appelle la transparence électromagnétiquement induite. Cette transparence est induite par la présence du faisceau contrôle. Et ça, c'est un phénomène qui est connu depuis très longtemps. Cette transparence électromagnétiquement induite s'accompagne également d'une variation très rapide de l'indice de réfraction pour ce faisceau, parce que la condition de résonance n'est valable que si la résonance est exacte. Si vous vous écartez de la condition de résonance, la transparence, le milieu devient opaque très vite, et ça veut dire que l'indice de réfraction varie très vite avec la fréquence, et donc la vitesse de groupe de la lumière dans le milieu varie très vite. Et ces expériences-là sont associées à ce qu'on appelle les expériences de lumière lente. La vitesse de groupe de la lumière dans ce milieu, qui est devenu transparent électromagnétiquement induite, est beaucoup plus faible que la vitesse de la lumière dans le vide. Et en fait, on peut quasiment arrêter la lumière dans ce type de milieu. Alors, tout ça, c'était bien connu. Maintenant, l'élément nouveau qui apparaît ici, c'est que cet état-là est un état de Rydberg. Et si cet état est un état de Rydberg, vous voyez que ceci va fonctionner uniquement tant que lorsqu'on considérera le premier photon de ce faisceau sonde. Dès qu'il y a plus d'un photon qui apparaît ici, vous allez exciter plus d'un atome ici, et les atomes, si vous avez 2 atomes excités ici, s'ils sont voisins, le premier atome va empêcher la condition de résonance qui est nécessaire pour la transparence électromagnétiquement induite de se produire. Ça revient à dire qu'on réalise l'expérience de la façon suivante. On réalise un pinceau d'atomes de Rydberg, et dans cette direction-là, avec le faisceau sonde et le faisceau pompe collinaire, et on a un échantillon qui est fabriqué par une pince qui est alignée dans la même direction. Et vous voyez que le faisceau sonde va pouvoir exciter un premier atome de Rydberg et se propager lentement dans le milieu, mais si un deuxième photon arrive et qu'il est trop proche du premier, eh bien, le deuxième photon va être absorbé, va être bloqué, parce que la condition de transparence électromagnétiquement induite ne sera pas réalisée pour le deuxième. Et donc, je ne peux pas rentrer plus dans les détails, mais ceci conduit à un effet de dégroupement de photons. Les photons ne peuvent pas se propager en étant proches l'un de l'autre dans le temps, et on a un effet de dégroupement de photons, et on a également un effet de contrôle d'un deuxième photon par un premier photon, qui est vraiment le rêve des opticiens, des spécialistes d'optique quantique. Comment réaliser des systèmes dans lesquels 2 photons interagissent entre eux. Et pour cela, il faut un milieu non linéaire, mais il faut un milieu non linéaire qui soit sensible aux photons. Il y a 2 façons au moins de le réaliser, soit par des méthodes d'électrodynamique quantique en cavité, ça correspond à ce que j'ai écrit dans les années antérieures, soit par des méthodes de ce type en exploitant les propriétés du blocage Rydberg. Donc je consacrerai la dernière leçon à l'étude de la transparence électromagnétiquement induite dans ce contexte de blocage Rydberg pour décrire 2 ou 3 très belles expériences qui sont maintenant des expériences très récentes, 2012-2013. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je vous rappelle donc que le cours reprend le 29 avril, il y a 15 jours.